Au pilote pour reprendre cette preview du Grand Prix de Monaco. Désolé pour les petits problèmes techniques, mais voilà, nous sommes là, nous sommes bien revenus. On va reprendre où on en était, les amis. Voilà, on va reprendre, on était de toute façon. Nous sommes au début de ce live avec cette première partie. Je disais avec vous, les gars, Grand Prix vraiment mythique. Vous étiez tous d'accord avec ça. Est-ce qu'on le place, j'allais dire, au même niveau que d'autres Grands Prix ou au-dessus? Vous le placez au-dessus de tous les autres Grands Prix cette saison, Guillaume? Toi, on va commencer avec toi parce que c'est intéressant. Toi, tu le mets pas plus haut, par exemple, qu'un Grand Prix de France au Castellet? Alors, le Grand Prix de France, c'est un événement que j'attends, mais après, on peut pas dire Monaco, au niveau du prestige, c'est inégalable, c'est inégalé, inégalable, quoi. Mais au niveau du spectacle, au niveau du circuit, je préfère des pistes comme Spa-Francorchamps, comme Suzuka, qui sont des pistes plus probantes au spectacle. Mais après, c'est vrai qu'on peut pas nier que Monaco, c'est le rendez-vous qu'attend la majorité du public en Formule 1. Tu parles, tu parles de la configuration des circuits finalement, Oui, mais plus. c'est Monaco ce qui fait son charme, c'est le prestige, Nico. Hein. Oui. C'est le prestige, ce rendez-vous unique, coincé au milieu avec ces rochers, le rocher de la Principauté. On est tout en bas dans le quartier de la Condamine, au bord du port de Monaco. C'est ça qui fait son charme, avec les yachts, ce décor de finalement, Nico. Hein. C'est ça, c'est tout ce décor, cette carte postale, ouais, tout le prestige lié à cette principauté, mais également le risque que prennent les pilotes vis-à-vis de la piste qui est vraiment pas très large. Elle est dénivelée, il y a beaucoup de relances, de montées, de descentes. On voit un petit peu tous les décors et voilà, la moindre erreur se paye cash. On a vu d'autres circuits en ville, notamment en Espagne ou à Singapour. La piste est plus large, ils vont beaucoup plus vite, mais ils ont du dégagement, ils ont un peu plus de droit à l'erreur. Là, c'est vraiment, ça se paye cash. C'est Et ça, donc alors ce risque-là, ça me fait penser un petit peu aux pilotes de rallye. Ah, Et d'où ta passion pour Kimi Räikkönen, finalement, Nico. Alors, tu t'attaques déjà au circuit, finalement. On va reprendre tranquillement, les amis, un peu plus tard, dans une troisième partie, un peu analyser le circuit en lui-même. Moi, je voudrais vraiment qu'on reste sur ce qui fait le prestige de Monaco, ce rendez-vous qui fait... Qu'est-ce qui vous plaît le plus? Est-ce que c'est son histoire unique avec cette première course dès 1929? D'ailleurs, sur le site Motors Inside, n'oubliez pas, vous pouvez aller faire un tour. On parle de William Grover Williams, le premier vainqueur du Grand Prix de Monaco, histoire unique, un espion. Je vous conseille vraiment de lire ce passage, mais les amis, c'est son histoire ou son cadre qui vous plaît le plus dans ce rendez-vous, ce Grand Prix de Monaco qui a lieu dimanche. Bastien, qu'est-ce qui te fait plus vibrer quand on dit Monaco, le Grand Prix de Monaco? Ça me fait résonner en moi la triple couronne. C'est l'un des trois joyaux de la triple couronne. Et que forcément, si ça a quelque chose de tellement prestigieux, c'est qu'en fait, c'est une quête dans une plus grande quête. La difficulté de gagner à Monaco, c'est un peu équivalent aux 500 miles d'Indianapolis. C'est pour ça qu'on met ça au même rang que les 24 heures du Mans ou les 500 miles. C'est parce que gagner sur ce circuit, ça relève véritablement de l'exploit mécanique et humain. Et c'est pour ça que Monaco est aussi spécial. C'est vrai, c'est vrai. Tu fais bien de préciser les 500 miles d'Indianapolis qui sont souvent en même temps, pas ce dimanche, les 500 miles qui sont décalés. C'est ça, c'est cette triple couronne, the triple crown, finalement, Guillaume, qui rend aussi ce circuit de Monaco mythique. De toute façon, voilà, le sport automobile a érigé ainsi Monaco au-dessus de tout. C'est ça, cette triple couronne qui donne un côté spécial à Monaco. Donc triple couronne, on le rappelle pour ceux qui nous suivent, hein, vous le savez peut-être. Grand Prix de Monaco, gagner Grand Prix de Monaco, gagner les 24 heures du Mans et gagner les 500 miles. C'est ce côté, c'est ça qui te hype plus, Guillaume, notamment, ou pas? Ah ben, de toute façon, l'histoire, même toute l'histoire autour du Grand Prix de Monaco, on a eu des grands vainqueurs, des grands pilotes qui s'y sont imposés. Comme le disait Nico tout à l'heure, il y a un droit à l'erreur zéro, donc c'est vraiment un exploit de gagner là-bas. Même si c'était obligé, le samedi, la pole position est plus importante qu'ailleurs. Donc déjà, dès le samedi, on est très hypé d'aller à Monaco. Mais en plus, le dimanche, après, c'est vrai que c'est une course qu'on suit. Et comme le disait Bastien, le fait que ce soit un membre de la triple couronne qui est vraiment le joyau du sport automobile qu'un seul pilote a réussi à faire, eh ben c'est vraiment, ça en fait encore plus quelque chose d'unique. tout à fait, c'est ce qui rajoute. Ouais, Nico. C'est ce qui rajoute, je pense, au prestige de cette course. Mais au-delà de la Formule 1, Monaco est déjà un gros aimant pour tout un tas de raisons. Et donc, du coup, je pense que c'est un tout qui est mêlé. Et dès qu'on parle de Monaco, de toute façon, énormément de gens ont les yeux qui scintillent. Donc forcément, un Grand Prix de Formule 1 qui est le summum du sport auto,
un Grand Prix de Formule 1 là-bas. Même les pilotes le disent. Hein. Olivier Panis, quand il a gagné il y a 25 ans, il regrette de ne pas avoir pu être champion du monde. Mais d'un autre côté, avoir gagné à Monaco, ça compense un petit peu. Ça veut tout dire, je pense. Mais oui, Olivier Panis, vainqueur en 96, tu le soulignes, Nico, hein, c'est vrai. Panis qui avait fait une course extraordinaire, qui avait remonté sous la pluie. Aujourd'hui, on vous avait demandé quels sont vos meilleurs souvenirs, notamment sur Twitter, et McLovin nous avait dit qu'il faut mettre en valeur la victoire d'Olivier Panis, qui avait gagné sous la pluie, qui avait notamment dépassé, qui avait remonté pas mal le peloton, qui avait dépassé beaucoup de voitures, qui avait dépassé notamment, je sais pas si vous vous souvenez, Eddie Irvine au virage du Loves. Ouais. Il l'avait passé à l'intérieur, il avait foutu littéralement l'Irlandais sur sa Ferrari dans le mur. C'était exceptionnel. Dans le chat, on parle du plus beau virage, avec notamment Alexandre qui coordonne un petit peu ce live ce soir. On reviendra sur le circuit après, mais voilà, on parle du bureau de tabac, le virage du Fairmont de Dialonso Bistro. Wanted X-Rich qui nous parle du bureau de tabac, oui. En tout cas, c'est ça qui donne cette importance à ce Grand Prix, forcément, entre les murs. La Formule 1 a testé d'autres versions, d'autres Grands Prix en ville, mais Monaco, c'est toujours au-dessus, les amis. Hein. Je pense quand même, c'est ça qui fait la force. Et ce qui fait la force, on va parler de l'actu, c'est les livrets aussi, puisque les équipes tentent des livrets se mettent en avant. On pense bien sûr à McLaren. Bastien, avec cette livrée, tu as fait l'article pour Motors Inside. La livrée Gulf McLaren bleu mat orange, elle est magnifique, non? On va peut-être la voir dans quelques instants là sur le live. On va se prendre plein les yeux. Elle est magnifique cette livrée, Bastien. Oh, mais elle est somptueuse. Parce qu'en plus, alors non seulement elle est belle, en plus, dans l'article, je disais qu'elle était aussi belle qu'évocatrice. Elle est en fait, cette McLaren avec cette livrée, c'est un bond dans l'histoire avec les Ford GT40 des 24 heures du Mans, avec d'autres McLaren, mais celles des 24 heures du Mans en 97, les Aston Martin aussi au Mans. Et en fait, ça fait partie de ces livrées qui, si on les voyait tout le temps, on finirait peut-être par s'en lasser. Là, ah oui, bah oui, voilà. Voilà, le fait de l'avoir sur un Grand Prix, ça, c'est comme les friandises en fait. Hein. On la donne une fois, c'est délicieux, et on se dit vivement qu'on revoit une chose comme ça. Voilà. C'est du bonbon pour les yeux. Ah oui, toi, Nico. D'ailleurs, Nico, il faut le préciser. Tu mets en avant ton polo. Tu as un polo orange Gulf. On garde ça qu'à Monaco. Ça, c'est un cadeau, c'est un extra, Nico. Tu es bien d'accord avec Bastien, dans le sens où il ne faut pas cette livrée toute la saison, cette livrée McLaren que vous avez à l'image sur ce live Twitch, chers viewers. On garde cette livrée seulement à Monaco, hein, Nico. Tout à fait. Et puis, à Monaco, il y a un article qui va paraître cette semaine sur Motors Inside. Énormément de livrées, que ce soit de casques ou de monoplaces, ont été faites spécialement pour l'occasion. On se souviendra du fameux diamant qu'avait porté Christian Klein sur son auto, et puis les livrées Superman, Star Wars. Effectivement, le diamant était perdu. Était dérobé, on ne sait pas. On se souvient de Jean-Éric Verne qui aura porté le casque de Jean Alesi en hommage. Il y a énormément de choses qui sont personnalisées par les pilotes qui veulent rendre un hommage, qui veulent montrer un signe. C'est vraiment une ambiance particulière. Une déclaration d'amour à Monaco, hein, vraiment. Non, vas-y Bastien, mais toi tu disais oui, c'est toujours ce côté historique. Oui. Tu parlais de cette friandise, tu voulais relancer sur est-ce que c'est la plus belle livrée finalement de la saison, puisque on parlait d'Alpine au début de saison dans un preview. C'est plus beau que la livrée Alpine si on devait comparer Guillaume par exemple. Ah, c'est difficile là, c'est très très difficile parce que comme on dit Nico et Bastien, en fait, cette livrée est juste magnifique, elle est historique et c'est un coup marketing mais monstre, surtout pour ce Grand Prix, quoi. C'est vraiment, McLaren a vraiment bien joué le jeu, ils ont obtenu les accords, ce qui n'était pas forcément le cas à chaque fois, parce que on a déjà eu des histoires, notamment avec Barre, avec les deux livrées différentes, c'était, voilà, mais cette livrée est vraiment iconique, et je suis pas d'accord. Moi je pense qu'il faudrait l'avoir une saison, c'est sûr, ne pas l'avoir à chaque fois, c'est vrai qu'on s'en lasserait, je suis complètement d'accord, mais elle est tellement belle que c'est tellement dommage de l'avoir que sur un seul Grand Prix, quoi. Et non, si tu veux l'avoir comme il faut. On l'a en vidéo les amis, en effet, nous dit Romain en régie. On voit le clip vidéo qui est magnifique aussi, hein. Vous l'avez vu je pense, l'histoire de Monaco, c'est là où on saisit toute l'importance du mythe de Monaco, ce hors-d'œuvre, ce bonbon comme nous disait Bastien. Et toi Nico, tu as un autre exemple un peu sur ces livrets exceptionnels, j'allais dire, qu'on peut avoir à Monaco. Alors c'était pas forcément à Monaco, mais c'était pour rebondir sur ce que disait Bastien. Effectivement, là il crée l'unique, on remonte un petit peu dans le temps, ça nous fait revenir tout un tas de souvenirs. Le film Le Mans est sorti,
on peut replonger un petit peu dans cette ambiance. Williams a réussi un très beau coup avec l'arrivée de sa terre hybride en s'associant à Martini, a fait revivre une superbe livrée qu'on a surtout connue en rallye avec un autre constructeur, et cette livrée a perduré. C'est vrai que du coup il y a un petit peu moins ce coup d'exclusivité. Je pense que cette auto, si elle n'est pas détruite en course, elle vaudra quelques sous. Ah oui, il faut pas l'encastrer. Hein. Ricciardo et Lando Norris qui vont. Ah, elle est magnifique, on voit les images, franchement, on s'en lasse pas. On pourrait faire un live dessus hein, pendant 1 heure. Mais bon, on a beaucoup de choses à dire hein, sur Monaco. Mais c'est vrai que ça, franchement, cette annonce de McLaren, on se demandait ce que ça allait être, un engagement au championnat d'endurance, au WEC. Mais non, finalement, cette livrée là qui a surgi, on voit Lando Norris qui avance vers sa voiture exceptionnelle. Dans le chat, n'hésitez pas à réagir hein, si vous la gardez seulement à Monaco ou si vous poursuivez là-dessus. Nico, c'est vrai que tu as parlé d'autres livrets, il n'y a pas que ça, on va aussi avoir des casques rétro, hein, si je me trompe pas, pour Lando Norris et Daniel Ricciardo, des combinaisons aussi, c'est le moment de parler aussi des casques. C'est quoi les souvenirs que vous avez de livrets? Tu parlais, Nico, de la livrée Superman, je crois, de Red Bull, avec Christian Horner, qui avait plongé avec sa cape de Superman dans la piscine de Red Bull, parce que Red Bull avait décroché un podium. Je vais lancer Guillaume, Guillaume, sur toi, c'est quoi donc, si tu retiens une autre livrée, un autre casque de Monaco dans l'histoire, il y en a beaucoup, hein, Vettel notamment, qui a porté des casques différents. Est-ce que tu as une idée, toi, de ce que tu garderais? N'hésitez pas dans le chat à nous dire ce que vous aimez comme casque. Peut-être je vais lancer. T'as une idée, Guillaume? Oui, bah après c'est vrai que Red Bull a été vraiment le spécialiste dans ces dernières années de faire des livrets un peu. Bah de toute façon ils sont très pros dans le marketing, hein, donc c'est vrai que celles-ci sont particulièrement marquantes, notamment la Star Wars. La Star Wars était vraiment magnifique. Après il y a tellement eu de casques. Qu'on peut pas en choisir un en particulier, enfin j'en ai pas vraiment un en tête tellement il y a vraiment eu beaucoup, mais c'est vrai que s'il fallait en garder un, je garderais celui de Jean-Éric Vergne, mais pas celui de Jean Alesi, celui de François Sever, parce qu'il était vraiment refait à l'identique. 2012 si je ne m'abuse. Toi Nico, forcément on t'a présenté en début de live comme fan de Kimi Räikkönen. Quel casque iconique tu gardes de Monaco? Attention, roulement de tambour, c'est à toi. C'est le casque qu'a porté Kimi en hommage à James Hunt. Alors c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'analogies qui ont été faites, sûrement par les médias, et Kimi en a joué un petit peu entre ces deux personnages, en indiquant que Kimi aurait peut-être été mieux à cette époque-là. Mais c'est vrai que c'est intéressant de sa part d'avoir soulevé, d'avoir rendu hommage à ce grand pilote. Et puis après, le film qui est sorti, encore plus... a permis encore plus de rendre hommage à James Hunt, qui était peut-être beaucoup moins connu que son adversaire, qui a su perdurer dans le temps, Niki Lauda. Et alors Niki Lauda, le lien est fait, les amis. On pense aussi aux casques qu'ont porté Hamilton et Vettel. Il y a beaucoup d'hommages qui sont rendus à Monaco, et 2019, on se rappelle, c'est le dernier Grand Prix en date encore à Monaco. Ces casques magnifiques aussi qu'ont porté Hamilton et Vettel en hommage. Bon, les amis, je vous pose une question. Est-ce que vous êtes déjà allé à Monaco en tant que spectateur ou non, ou même en tant que rédacteur pour Motors Inside? Je crois pas, malheureusement, si. Pas au Grand Prix. J'étais pas à Monaco, mais pas au Grand Prix. Alors, je vais vous poser la question, est-ce que en tant que il y a Romain la voix off, je ne sais pas si on l'entend dans le live, mais Romain y a été en 2013, je crois. Moi j'ai eu le plaisir d'y être en 2018 et 2019. Forcément on pouvait pas comparer, mais l'expérience du téléspectateur, et je vous souhaite d'y aller un jour à Monaco. Faut vraiment, en tant que fan de Formule 1, il faut y aller pour saisir les odeurs, la proximité, les sérails qui tremblent. C'est ça qui donne plus le charme. Mais est-ce que vous les gars, vous en tant que téléspectateur, vous en prenez toujours plein la vue chaque année, ou finalement c'est la routine? Monaco, c'est devenu la routine de voir ces yachts. Il y aura moins de monde cette année, 7500 personnes, mais est-ce que pour vous c'est la routine, ou vous en prenez toujours plein les yeux en tant que téléspectateur? Alors, très, très clairement, en fait, même à la télévision, ça reste quand même impressionnant de voir l'écart qu'il y a entre les roues et les murs. Ça, en fait, forcément, en vrai, ça nous passe devant les yeux. Dans la vraie vie, on n'a pas les ralentis. À la télé, on a vraiment tout ce qu'il faut pour nous rendre compte d'à quel point les pilotes prennent des risques, et que certains, comme Verstappen, qui avait mis, je crois, au bureau de tabac sa Red Bull dehors. En FP3 au ouest de la piscine. J'y étais en 2018, il avait fracassé sa Red Bull. On avait vu tous les mécaniciens s'activer pendant la pause du déjeuner, pendant qu'on pouvait manger à l'hospitalité Red Bull à l'époque où le Covid n'était pas là. Mais oui, très bon exemple, Bastien. Bah oui, en tout cas, je finis là-dessus.
la télévision aide quand même à se rendre compte il y a tous les éléments qui sont donnés. Après, pour aller voir en vrai, c'est ce que je disais, c'est un pèlerinage. Il faut y aller au moins une fois quand on est fan de Formule 1. Pèlerinage Sainte-Dévote en plus, tu le dis à juste titre, cette chapelle qui est au bout du dégagement constaté quand vous verrez les images à la télé ce week-end. Bon, vous connaissez le lieu, mais n'hésitez pas à jeter un œil sur le côté là dans le premier virage quand si un pilote sort, parce que il y a la chapelle qui est au fond. C'est vraiment tu vois la différence à la télé, toi Nico, avec les autres Grands Prix, avec ton expérience de téléspectateur. Oui, on s'ennuie jamais. C'est comme je le répète, hein, c'est vraiment le rendez-vous que j'attends. Mais comme l'a souligné Bastien, effectivement, avec la télé, surtout avec l'arrivée de ces formats HD et de ces superbes images en caméra embarquée, il y a une émotion qui transpire. Alors c'est vrai qu'on avait un autre ressenti. Je pense là à la fameuse vidéo de Senna, qui nous attire toujours autant d'émotions. Mais là, c'est vrai qu'on les voit, puis on les voit passer à une vitesse, c'est affolant. Tu parlais de Verstappen qui s'était craché. Moi, je me souviens de Alonso et sa Ferrari dans Massenet. Enfin, c'est pareil, on voit que ça peut être vraiment catastrophique. Les rails sont tout proches, c'est haletant. C'était en essai libre, je crois, en 2010. Il avait planté sa Ferrari. Du coup, il n'avait pas fait les qualifs. Il était parti en fond de grille. Notre Fernand. On voit les images. Là, on est ici au virage du Portier, là, le virage le plus lent. Virage du Leuze, du nom de l'hôtel. Un virage qui est pris. C'est le virage le plus long de la saison. Alors on ne s'en lasse pas, vous le constatez bien dans le chat aussi, ça réagit beaucoup. Les images et la télé sont en effet incroyables pour Morgane aussi. Voilà, en tout cas les amis, hein, on a déjà planté le décor. Ce rendez-vous de Monaco est unique. Et même si on le suivra derrière notre poste de télé. Une photo de 2013. Romain, ouais, Romain en régie. Je sais plus qui c'était Nico qui voulait des 2013. Tu voulais quoi? Tu voulais du casque, hein? Oui. Je crois que c'est Guillaume qui voulait le casque de François Sever en 2012, à bord de sa Toro Rosso. Et là on a l'image du Toro Rosso. Je crois pas que ce soit la même année, mais bon, c'est 2013. C'est 2013. Ouais, Ricciardo. Et à gauche, Vous vous rappelez des têtes des museaux de Formule 1, là, ça? Ah oui, il y avait les museaux de canard là. Ouais. Encore pire en 2014, on s'en souvient avec la Caterham. Hein. La Caterham. C'était non. Tant qu'on y est, les amis, vous vous rappelez du dépassement, bien sûr. On va parler après de l'histoire. Hein, ça va pas permettre d'enchaîner, mais le dépassement de Jules Bianchi, qu'on va évoquer dans une autre partie, comme les souvenirs marquants de ce Grand Prix de Monaco. En tout cas, je pense qu'on est tous d'accord. On l'a tous dit. Ce Grand Prix de Monaco est un rendez-vous unique. Peut-être pas pour tous le plus grand rendez-vous de la saison, mais ça c'est sûr, il est unique et ça nous fait grand plaisir qu'il revienne pour cette édition en 2021. La suite de ce débrief, je suis habitué à dire débrief les amis, mais nous sommes en plein brief, en pleine preview, Romain en régie qui nous organise ce live, qui nous gère toutes ces photos. Là on a à l'image la 2013, Lewis Hamilton, Kimi Räikkönen derrière avec son casque. Alors c'est vrai que je crois qu'il avait changé de casque, là c'est pas le casque qu'on voit Nico, parce que le casque James Hunt était noir et il a porté un casque je crois orange pendant la course. Hein. Ah, j'ai l'explication, c'est 2012 James Hunt, Kimi Räikkönen, c'est 2012. Je la trouve. Oh, mais il nous la trouve, Romain, il nous la trouve en régie. Incroyable, les amis. Alors, en tout cas, on pourrait aussi chat. Vous réagissez. Vous êtes là. On les a mis, on a à l'image, on va avoir. Si Kimi se pousse un petit peu, parce qu'on est en train de prendre la place, mais Kimi, pour le plus grand plaisir de Nico, avec ce casque, on le voit, pas sur le dessus, mais on le voit, ce casque noir, Lotus, ce fond or, qui est magnifique, hein, qui est magnifique en tout cas. C'est le charme de Monaco. Dans le chat, oui, on réagit beaucoup, on parle des yachts aussi, hein, de ce Grand Prix de Monaco. Mais en tout cas, voilà l'image, la Lotus de Kimi Räikkönen en 2012 et non 2013. Hein, mais de toute façon, il y a des beaux casques chaque année que vous voulez, c'est comme ça. Et on élira peut-être le plus beau casque. Petit défi, les gars. Je vous mets une photo. Vas-y, Romain. Vous avez 5 secondes pour trouver les pilotes. Attends, il faut que je trouve. Est-ce que le chat sera plus rapide? Jouez aussi le chat, hein, si vous nous entendez, si vous êtes toujours là avec nous. D'ailleurs, pas de retour. 2012. Ah, pas de retour pour Guillaume. Problème de retour pour Guillaume. 2012, la Williams de Bruno Senna. C'est 2012 Senna? La Williams de je l'ai pas le retour. Non, je le vois pas encore. Ah, je le vois. On n'est pas tous logés à la même enseigne. Oui, c'est ça, ça y est. Oui, c'est Bruno Senna, oui, forcément. Ouais.
Le chat a été moins réactif, mais si Morgane a trouvé, bravo Morgane, tu gagnes le droit de nous suivre pour la suite de ce live. On peut pas t'offrir de place cette année. Qui était les coéquipiers de Senna à ce moment-là, les gars? Maldonado. Oh, Pastor Maldonado. Pastor Maldonado. Alors, bon les amis, on va partir. On part sur les souvenirs de ce Grand Prix Monaco, mais on commence fort parce qu'on est à l'image. Une Williams de Bruno Senna, vous vous rappelez certainement de ce qu'a fait Pastor Maldonado en 2011, non 2013, 2013, il avait provoqué un drapeau rouge, Pastor, au bureau de tabac. Il avait été tapé le mur et il avait arraché tout le rail, le Tech Pro, et il avait provoqué un drapeau rouge. Romain qui a été sur place nous confirme certainement ça dans l'oreillette pour Motors Inside. J'étais au centre presse et c'était pas très loin, c'est ça, hein? C'était Pastor, le roi Pastor qui avait fracassé sa Williams en course à la fin de course au bureau de tabac. En fait, il avait tapé le rail avant, mais on le voit arriver sur des vidéos amateurs, on le voit arriver. Forcément, il était déjà en luge dans le virage, il a tout arraché. Et la pauvre Marussia de Max Chilton, je crois, qui arrive derrière. Non, je ne sais plus. C'est Jules. Ah, c'est Jules qui était bien placé d'ailleurs, je crois. Qui arrache le museau de sa Marussia. On voit les images au ralenti. En gros, son museau s'affaisse. Et Jules qui avait été percuté sans le vouloir par la Williams de Pastor Maldonado, le roi. On commence avec ce souvenir. Alors bon, je sais pas si c'est le souvenir. Je suis désolé, mais du coup, c'était aussi la même année de Nico Rosberg. C'est la confirme. La victoire de Daft Punk. Oh, les souvenirs. Les souvenirs de ce Grand Prix de Monaco. Romain, tu nous cites. Ouais. Les Daft Punk, les amis, magnifique. Pour moi, je sais pas vous, mais on parlait de livret. Oh, la Lotus Daft Punk, franchement, elle m'avait beaucoup hypé à l'époque. C'était à la sortie du dernier album de Daft Punk, Random Access Memories, et ils étaient venus faire la promo. Quand on les voit marcher dans le paddock, d'ailleurs, Romain, je crois en régie, tu avais vu les Daft Punk de près, et ça t'avait un peu surpris avec Kimi et Romain. Ils avaient paradé dans le paddock. Oh là là, magnifique. En fait, moi, je savais pas qu'ils étaient là et du coup, en fait, ils sont passés à côté de moi à ce moment-là pour le shooting parce qu'ils font le shooting en fait un peu avant les essais et tout ça quoi. Et du coup, moi, je traînais dans le paddock comme ça et puis je m'attendais pas à voir les Daft Punk. Enfin, puis à l'époque, ils étaient pas si connus que ça non plus quoi. Ils étaient connus mais ça date quand même d'il y a 10 ans quoi. Donc du coup, voilà, puis tout le monde, il y avait plein de photographes et plein de journalistes qui étaient en train de les suivre et tout, et je me suis fait et tout. Je sais qu'est-ce qui se passe, et en fait après je suis mais c'est là. Oh là 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 là. Les amis, c'est des souvenirs à Monaco. De toute façon, avec l'étroitesse des lieux, ça provoque des accidents en souvenir, mais c'est le fait, le plaisir d'avoir été sur place. Mais il me semble avoir vu Nico Rosberg se casser la gueule dans la foule. Alors que en fait, la safety car passait dans les stands. Quand t'es dans les stands dans la pit lane, en fait, ils t'ouvrent la pit lane. Oui, en allant sur le podium. Et Rosberg se casse la figure et je l'ai vu, c'est magnifique. Enfin, c'est magnifique, c'est pas le fait que Rosberg se casse la figure, mais tu te rends compte, tout le monde est les uns sur les autres. À Monaco, c'est les stars aussi, les paillettes. Je me rappelle, moi, je me suis pris avant par Blaise Matuidi. Je prends une photo, le mec, Blaise Matuidi était un peu pressé, notre champion du monde. Mais voilà, mais des exemples à l'appel. Blaise Matuidi qui j'ai pris une photo avec lui, sauf que la photo n'a pas pris, donc Blaise, n'est pas resté pour la deuxième photo. Mais bon, on s'égare. On va rester sur les souvenirs du Grand Prix de Monaco. On en a à l'appel, les amis. Les souvenirs donc du Grand Prix de Monaco. On va faire un tour de table puisque je vous ai demandé, les amis, en préparant cette émission, quel est votre souvenir marquant. On l'a demandé aussi sur les réseaux. On va commencer par faire ce tour de table par Guillaume. Quel est ton souvenir marquant du Grand Prix de Monaco? Alors, après avoir beaucoup hésité, j'ai choisi l'édition 2015. Voilà. Tu nous diras pourquoi dans quelques instants. Voilà. On fait un petit tour de table rapide et après on rentre dans le détail. Bastien, tu nous as choisi quoi? Quelle année? L'année 2012. 2012, la victoire de Mark Webber, notamment. Nico, tu es remonté un peu plus dans le temps. Oui, je suis remonté en 1994. C'est pas forcément l'édition la plus marquante, mais le climat était morose. Ah oui. Climat morose, tu vas nous expliquer pourquoi, hein, forcément. On vous prévient tout de suite, les amis, dans le chat, on ne pourra pas parler de tout. Romain en régie, dis-nous aux viewers, quel est ton souvenir marquant du Grand Prix de Monaco? Moi, j'en ai pas. J'en ai pas. Je vous le dis, j'ai pas préparé, j'ai pas sélectionné de mince. marquants. Mais mais il y a des très beaux souvenirs chaque année, quoi. Je sais qu'il y a eu des périodes un peu plus creuses où c'était vraiment chiant. Franchement, c'était vraiment la sieste. Puis il y a eu des saisons où c'était vachement bien.
Alors, moi je vais terminer sur deux tables, je vais aussi vous présenter Grand Prix Monaco 2019. Donc ce qu'on fait dans le chat, n'hésitez pas à dire quel est votre plus beau souvenir. Moi je vais commencer par le dernier Grand Prix 2019, hein, un climat un peu morose aussi. C'est vrai que sur place c'était pas la joie malheureusement avec le décès de Niki Lauda en début de semaine. Grosse émotion. Lewis Hamilton qui s'était pas présenté en conf de presse des pilotes le mercredi. On l'a senti très ému, mais finalement il gagne la course avec ce halo rouge de la Mercedes. Lewis Hamilton qui s'impose, qui résiste à Max Verstappen. C'est une bataille qui avait animé même je me souviens, sur place, le centre de presse. Personne ne vraiment, on se demandait quand Hamilton allait craquer, mais au fur et à mesure des tours, on a vu qu'Hamilton il a quand même tenu avec des médiums usés face aux autres pilotes qui étaient en tendre, extraordinaire encore une fois. Et c'était le début un peu finalement de la bataille Hamilton-Verstappen, même si à l'époque la Red Bull n'était pas au même niveau, mais Verstappen, vous en souvenez les amis, alors Hamilton était parti en pole, mais Verstappen avait chippé la deuxième place au stand de façon costaud, rugueuse face à Bottas, musclé c'est le bon mot, voilà, et Verstappen donc qui avait pris 5 secondes de pénalité, qui devait dépasser Hamilton, qui n'arrivait pas à trouver l'ouverture. Hamilton qui se plaignait à Peter Bonington, son ingénieur, qui a carrément dit qu'il allait perdre la course. Non, en fait non, il a tenu, mais Verstappen, vous vous souvenez à la sortie du tunnel, qui freine les deux roues bloquées, qui n'arrive pas à passer, on est passé par loin de l'accrochage les amis, mais voilà, Hamilton qui gagne et qui après asperge de champagne James Wolf pour un peu s'être trompé. James Wolf, que j'avais vu discuter avec Esteban Ocon dans le paddock, puisqu'à l'époque on pouvait manger dans les hospitalités et j'avais mangé juste à côté d'Esteban Ocon. Voilà la magie. On espère un jour que le paddock sera réouvert, que les spectateurs pourront venir en tout cas. Voilà pour se souvenir de 2019. Et je vous mets en bonus les amis aussi la masterclass de Ferrari. Je sais pas si vous vous souvenez, Charles Leclerc qui était parti en fond de grille parce que il n'était pas ressorti en fin de course, en fin de qualif, et ça nous avait donné une conférence de presse avec Mattia Binotto qui avait dû justifier assis devant les journalistes. Motors Inside y était, c'était incroyable. Mais c'était aussi pendant la course d'Antoine Hubert, quand Antoine Hubert avait gagné. Malheureusement, toute l'attention était concentrée sur Ferrari et pas sur Antoine Hubert qui a gagné la dernière course de F2 pour l'instant. Et on pense bien sûr très fort à Antoine Hubert ce soir. Voilà pour se souvenir 2019. On va faire rapidement pour vous. 2019, c'est une édition qui a compté ou pas? Nicolas, c'est une édition qui a compté 2019 pour toi ou pas? Pas plus que ça. Alors, c'est vrai que je parle de l'euphorie de ces Grands Prix, mais Romain le disait aussi tout à l'heure, il y a eu pas mal de Grands Prix où ça tournait un petit peu à la procession. Et c'est vrai que pour moi, il y avait un petit peu de lassitude. Mercedes qui enchaîne les victoires. Et alors, c'est vrai qu'il y a toujours un petit peu de spectacle, on s'attend, ça a été décrit, mais c'est vrai que c'est pas ces dernières années où je retiens les plus belles courses sur le Grand Prix de Monaco. Même, j'allais le dire tout à l'heure, pour faire très vite, Monaco, j'attends vraiment ce rendez-vous, et c'est surtout la partie qualif qui est très excitante. Ouais. Donc sur les dernières années, forcément, je retiens celle de Kimi, qui a réussi à se qualifier au nez à la barbe de son équipier en pole. 2017. Ouais, et ça, c'était voilà, et son désespoir sur la ligne d'arrivée après, mais bon, voilà, c'est autre chose. Ça s'était fini comment, Nico, du coup? Fini comment? Il a fallu attendre fin 2018 pour retrouver du grand Kimi. Oui, du grand Kimi Raikkonen. On va poursuivre les amis avec vos éditions marquantes dans l'ordre chronologique. Donc on remonte vers le passé, et le passé on s'arrête en 2015, Guillaume, c'est ça? Décris-nous rapidement pourquoi c'est ton Grand Prix marquant en 2015. Alors, il y a bien évidemment beaucoup d'éditions marquantes, mais l'édition 2015 a vraiment été très intéressante. Il fallait se rappeler, pour recontextualiser un peu, Rosberg venait de gagner les 2 dernières éditions. Hamilton lui avait chippé la pole, mais pour près de 3 dixièmes, il avait vraiment signé une masterclass en qualif. Et on se disait tous que Hamilton, qui à l'époque n'avait gagné qu'un seul Grand Prix de Monaco, et qui remontait déjà à 2008, on se disait que c'était vraiment son année. Et ça a été surtout peut-être le Grand Prix qui a révélé Max Verstappen. Il partait loin, il a fait des dépassements de folie, il a fait peut-être l'une de ses plus belles courses. On se rappelle, il a suivi Vettel quand il doublait des retardataires, il a doublé notamment son coéquipier de l'époque, Carlos Sainz. Et
bon, ça s'est malheureusement très mal terminé avec un gros crash avec Romain Grosjean qui à Sainte-Dévote, qui a créé une voiture de sécurité, et malheureusement les pros de la stratégie Mercedes se sont complètement trompés sur la stratégie d'Hamilton, qui était pourtant vraiment en tête. Il avait 10 secondes d'avance, quelque chose comme ça, et ils sont fait arrêter Hamilton. Ils ont laissé Rosberg en piste, Ferrari a laissé Vettel en piste, et Hamilton est ressorti derrière. Donc Hamilton a fait un peu une Verstappen sans faire une Verstappen 2019 en 2015 pour essayer de doubler Vettel et perdre le moins de points en championnat. Il n'a pas tenté une manœuvre audacieuse puisqu'il jouait le championnat, mais du coup, Rosberg remporte son 3e Grand Prix de Monaco consécutif, ce que seuls Prost et Senna ont fait. Donc ça le faisait encore plus entrer dans l'histoire de ce Grand Prix. Ah, mais la victoire, comme tu l'as dit, hein, la victoire de Rosberg, c'est presque du vol, j'allais dire. Les mots sont forts, mais c'est presque du vol. Bastien, pour toi ou pas? Non. Ah, c'est pas du vol, cette victoire de Rosberg. C'est une erreur stratégique. Enfin non, du vol. Le mot est dur, parce que Rosberg, il a mérité aussi. Hein. Il a gagné en 2013, en 2014. Bon, 2014, il avait eu du mal à se garer en qualif. Hein. Il était sorti tout droit. D'accord, mais 2015, c'est pas du tout une victoire volée. Non, surtout que bon. À ce compte-là, Hamilton s'est quand même bien rattrapé avec la chance les saisons suivantes. En 2016, ouais. 2016, oui, c'est vrai, la compensation. Avec les pneus de Red Bull qui n'étaient pas prêts pour Daniel Ricciardo. Ouais. Mais oui, Rosberg, une victoire pour toi qui aussi a lieu d'être. Et surtout surtout l'éclosion de Verstappen aussi. On a vraiment vu à ce Grand Prix-là que c'était un futur crack, quoi. Ah oui, pour toi, c'est le moment bascule. Parce que c'est vrai que on est un an avant la victoire pour sa première course avec Red Bull en 2015. C'est vrai que ce dépassement sur le retardataire, il était passé, il s'était invité. Hein, c'était exceptionnel. C'était très rusé. Il était très jeune à l'époque. C'était vraiment impeccable. Dans le chat, mon Morgan qui repart très loin en 1984, on va remonter un peu plus loin avec Nico ensuite dans quelques instants, et aussi 2014, juste avant bien sûr le dépassement de Jules Bianchi à la rascasse sur Camille Kobayashi. On avait aujourd'hui on a des réactions. Charles Leclerc a reproduit le même dépassement à la rascasse. Oui, tout à fait. Je l'ai vu sous mes yeux. Je l'ai vu sous mes yeux, Bastien. Et là, franchement, tu vibres quand tu vois ça, puisque la salle de presse est juste au bout de la rascasse, au virage de la rascasse, donc c'était magnifique. Dans la même course, par contre, on a vu aussi qu'il y a eu un accrochage, Leclerc Hülkenberg à la rascasse, et il y a eu aussi un accrochage Giovinazzi, Russell, je crois, et ça avait provoqué un bouchon terrible à la rascasse. Ça, c'était 2019, pour les souvenirs 2019, mais on remonte dans le temps. Je disais Jules Bianchi, je remonte un petit peu puisque le t-shirt, c'est justement le dépassement de Jules Bianchi sur Camille Kobayashi. C'est la famille de Jules Bianchi hein, qui a vendu ce magnifique t-shirt, qui vend ces magnifiques goodies. On pense bien sûr à Jules Bianchi. On avait Anna Honner qui a réagi sur Twitter aujourd'hui comme son plus beau souvenir de Monaco. Et c'est vrai que moi, c'est mon deuxième plus beau souvenir, peut-être en tant que téléspectateur, parce que 9e avec une Marussia, j'allais lâcher un juron, mais bon, c'est quand même. Putain, c'est beau quoi. Enfin, c'était magnifique. Jules qui méritait tant, qui a donné les points à Marussia. Je pense que Bastien, pour le coup, t'es d'accord avec moi sur le fait que on a vibré ce jour-là avec Jules. Hein. C'était énorme. Je peux rien rajouter de plus. Tu peux rien rajouter plus. Mais du coup, tu vas rajouter des choses puisque on va basculer sur ton souvenir à toi, Bastien, ton moment le plus fort du Grand Prix de Monaco. Ce que tu as retenu dans toutes ces années. Ah ben alors, ça aurait été trop facile de parler de 1996 et la victoire de Panis, parce que ça, évidemment, ça marquait tout fan français de Formule 1 qui se respecte, qui était là à l'époque d'ailleurs. Depuis 30 ans, depuis 40 ans. Voilà, il me manquait encore 5 mois pour avoir assisté ça de mon vivant, tu vois. Ah, ok. On posera la question à Nico après. le plus expérimenté de nous tous, le plus sage. Voilà, le Kimi Raikkonen de Motors Inside. C'est vrai. Eh oui. Vas-y, Bastien, sur ton souvenir le plus marquant du Grand Prix de Monaco. 2012, une édition qui était énorme, parce qu'il faut bien se souvenir aussi qu'il y avait un certain Michael Schumacher en qualification qui avait signé le meilleur temps. Et en fait, je me souviens d'une interview à l'époque où c'était sur TF1, il avait lâché, mais tout doucement, il avait dit vous allez voir, je vais faire la pole et je vais gagner. Ça, c'était avant qu'il n'ait sa pénalité qui était due, on le rappelle, en Espagne, Bruno Senna. Avec Bruno Senna. Avec Bruno Senna. Mais vous êtes un très bon spoiler, monsieur le père. Spoiler alerte. Vas-y. Voilà. Et donc par la suite, c'est Mark Webber qui avait hérité de la pole position, et qu'en fait,
Tout le monde menait un petit train tranquille, Weber était devant, il y avait Rosberg, Alonso et compagnie. Sauf que, il y avait la pluie qui arrivait. Alors c'était pas la grosse douche comme en 2016 ou en 2008, mais c'était de la pluie suffisamment pénible pour ne pas savoir s'il fallait passer en intermédiaire ou on restait en slick. Jean-Éric Vergne a tenté le pari, ça n'a pas marché. Et au final, on s'est retrouvé avec un paquet de 6 pilotes. Weber, Rosberg, Alonso, Vettel, Hamilton, Massa. Et Massa, ouais. Et ces 6 pilotes ont terminé en 6 pilotes en 6 secondes. Je n'ai pas souvenir que ce soit beaucoup arrivé à Monaco. C'est vrai. C'est vrai que tu as très bien illustré. C'est vrai que c'était intense. C'était intense parce que c'était pas très spectaculaire, mais c'était beau de voir ce petit train, Bastien, le petit train de Monaco. Complètement, et je finirai là-dessus, et surtout que c'était d'autant plus beau qu'on attendait un 6e vainqueur en 6 courses en 2012. Oui, c'est ça. Et voilà pourquoi l'édition 2012 m'a tant marqué. Eh oui, bah c'est vrai que c'était une belle édition avec ce suspense à la fin. Alors Monaco, quand on est sur place, hein, c'est vrai que t'as toujours l'impression que la pluie va arriver, mais en fait la pluie, les nuages bloquent au niveau du rocher parce que on voit le rocher tout là-haut et on voit souvent la pluie qui bloque. Donc tu penses que la pluie va arriver, mais elle n'est pas arrivée en 2012. C'est ça qu'on se rappelle, c'était très tendu et cette édition, on aurait aimé aussi que Michael Schumacher n'ait pas sa pénalité, les amis, qu'il puisse partir en pôle. Il aurait tenu peut-être. Vous imaginez une victoire de Michael Schumacher, une dernière victoire, il aurait gagné avec Mercedes, mais malheureusement ça ne s'est pas passé comme ça pour Michael Schumacher qui a abandonné sur problème mécanique, je crois, à bord de sa Mercedes. C'est le souvenir que tu retiens, Bastien, une édition marquée aussi par malheureusement le crash de Romain Grosjean au départ, hein. Romain Grosjean qui a eu une histoire compliquée avec Lotus et Monaco. 2012, il marche bien en essai libre, mais en course il s'accroche au départ avec je crois Kobayashi. Il passe pas le premier virage. Kobayashi qui saute si vous vous rappelez du replay, qui saute dans le premier virage avec sa Sauber. Mais voilà, et 2013, Grosjean aussi était dans les premiers rôles, sauf qu'il crache 2 fois sa Lotus Daft Punk 3e en FP1 le jeudi, et il se crache 2 fois en FP2, FP3, ça se passe pas bien en qualif, il n'arrive pas à faire le temps idéal, et en course il se crache sur Ricciardo. Grosjean a dit sur la rétro sur Canal+ de cette saison-là, j'ai merdé, c'est pour moi, Monaco, je le prends pas, c'est ma faute. Et c'est vrai que c'est un souvenir aussi. Il aurait pu gagner peut-être Grosjean en 2012 ou 2013, mais bon, ça s'est pas passé comme ça. On va avancer, les amis, n'hésitez pas à dire dans le chat. La photo de l'accident de Grosjean au départ de Monaco, elle est pas extraordinaire cette photo. Ouais. Il y a 19 photos dans le bon sens. Romain en régie qui nous montre l'image. Dans le bon sens et Kobayashi il est à droite. Et la Lotus qui est dans le mauvais sens. Et Grosjean, le seul, on voit l'aileron de la Lotus qui est malheureusement on va retraverser Grosjean. Et je crois que Kobayashi, Romain est sur le côté droit, il me semble, de la photo. Je sais pas si on le voit sur cette photo, mais on le voit en train de sauter comme un cabri. Ou alors il allait sauter, mais il saute juste après. Non, il saute après. On est vraiment dans la seconde avant. Juste derrière Vettel, non? Oh non, un peu plus. Ouais, à ce niveau-là, si, peut-être à ce niveau. Attends. Bien joué. Il est à gauche sur la photo, les amis. Il est à gauche. Oh là là, Robin, le crack qu'a trouvé Kobayashi tout de suite. Donc, qui a sauté sur le vibreur après. Et on voit un aileron qui traîne. C'est l'aileron total, c'est l'aileron de Grosjean. Donc voilà pour 2013, 2012. Mais Grosjean 2012 et 2013, ça s'est mal passé. Voilà. Alonso Bistro qui parle de la victoire de Prost devant Senna. On était en 1984. Alors, on va remonter dans le temps, retour vers le futur avec notre doc à nous, c'est Nico. Mais Nico, tu nous emmènes en 1994, malheureusement, un souvenir terrible, plus terrible pour la France. Oui, vraiment, vraiment terrible. Alors juste pour faire un petit aparté, je parlais de Jean Alesi et il y a cette édition 2001 qui reste gravée aussi dans les mémoires, ça se passe pas très bien. Alain Prost a monté son écurie. Tous deux, et notamment Alesi, se battent comme de beaux diables pour montrer que la France a vraiment une écurie de talent et il arrive à accrocher le point de la 6e place à l'époque. Il fallait être dans les 6 premiers et c'est réellement un exploit avec cette voiture et tout le talent de Jean Alesi sur cette piste qu'il affectionnait. Et qui lui a pas forcément aussi bien réussi. En 1994,
Entre deux, je te coupe, excuse-moi, Nico. Allez-y, 96, il faut faire un aparté rapide sur 96. Il peut gagner cette course. Hein. Il doit gagner cette course, Jean Alesi. C'est pas Panis qui aurait pu gagner la course. C'est Jean Alesi qui a eu un souci aussi, au stand, de transmission sur sa Benetton. Mais il aurait pu gagner. Et voilà pour la parenthèse, Alesi qui aurait pu gagner ce Grand Prix de Monaco et qui aurait pu aussi gagner le Grand Prix historique il y a pas longtemps et qui a eu un accrochage aussi. Mais Nico, il est vraiment maudit. Son chat noir est toujours là. Et franchement, c'est vraiment un grand regret. Cette course 1996, on parle toujours d'Olivier Panis, c'est vraiment une très grande victoire, mais moi j'ai vraiment en tête à chaque fois ce rendez-vous manqué pour Jean Alesi. Ça aurait vraiment consacré énormément sa carrière, à défaut d'être champion du monde. Il aurait pu au moins avoir une superbe victoire. Et bon, c'est dommage, c'est comme ça. Ouais, ça répète aussi améliorer sa réputation de Jeannot. Mais en tout cas, on remonte à 1994. On est un peu plus sérieux malheureusement puisque c'est une édition dramatique. On est 2 semaines après le décès d'Ayrton Senna, Nico. Tout à fait. Et donc là, je garde en tête tous ces pilotes qui forment une haie d'honneur avec le drapeau brésilien, le dessin de Senna avant le Grand Prix. Et c'est vrai que du coup on parle beaucoup d'Imola, on parle forcément beaucoup du Brésil comme lieu de pèlerinage pour Ayrton Senna. 5 pôles, 6 victoires sur ce Grand Prix, ça reste le maître absolu de cette piste. Ça allait exactement avec le personnage. Et donc après le décès d'Ayrton Senna, tous les pilotes sont vraiment noirs. Et la série noire va continuer aux essais avec l'accident de Karl Wendlinger sur la Sauber. Et vraiment là, je pense que le grand cirque de la F1 était plongé dans des heures complètement noires. Donc la course a complètement continué. Et voilà, on voit l'avènement, je pense, de Michael Schumacher. Donc ça reste un petit peu au second plan. Il commence une nouvelle ère arrive en fait. Ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il y a malheureusement avec ces décès, cette période noire, l'arrivée de Michael Schumacher et puis bon voilà les grandes années en rouge qui vont suivre. Et pour moi, c'est vraiment la fin d'une certaine ère dans la Formule 1. Michael Schumacher qui remporte sa première victoire à Monaco, hein, Nicolas, si je ne me trompe pas, au volant de sa Benetton. Tu disais Karl Wendlinger qui en fait a eu un crash. Si vous vous souvenez peut-être de ce qui s'est passé avec Sergio Perez en 2011 au Qualif, je crois que c'est quasiment le même crash. Il tape en fait de côté le rail à la sortie du tunnel et à l'époque c'était déjà avec une Sauber, Karl Wendlinger qui tape de côté, qui reste dans le coma de nombreuses semaines, hein, je crois, Nicolas. Qui c'est une édition par semaine, je crois. Et tu parles de cette haie d'honneur. C'est vrai que c'était un moment marquant, cette époque noire, mais comme tu dis à juste titre, Nicolas, cette transition avec Ayrton Senna et Michael Schumacher qui prend le flambeau et qui gagne le titre en 94 en fin de saison à Adélaïde dans les circonstances qu'on connaît, notamment face à Damon Hill, je crois. Voilà, voilà pour les souvenirs, des souvenirs heureux, des souvenirs tristes, mais des souvenirs qui font que Monaco est une course de légende. Les souvenirs dans le chat, Alonso Bistro qu'on salue, qui parle de la victoire de Prost en 84 devant Ayrton Senna justement sous la pluie. Alors on n'était pas là, on n'a pas vécu ça en tant que téléspectateur, mais on a vu les images. Cette course sous la pluie, où Ayrton Senna qui double Prost en fait, mais la course est arrêtée un tour avant. Prost qui demande à Jackie X, le directeur de la course, d'arrêter. Et en fait, le classement est figé, Prost devant Senna. Et c'est le début finalement de l'ère. C'est là d'ailleurs que Prost perd le titre en 84 pour Loda. C'est mythique. Voilà. Un demi-point en fin de saison. Un demi-point. Il a pas perdu. Oui, c'est ça, parce que ses points sont divisés par 2, je crois, à Monaco. Et s'il avait terminé deuxième, il aurait marqué 6 points, il aurait été champion. Si la course avait été au bout. C'est ça qui est. C'est fou. Hein. C'est un truc. C'est ça qui est fou. Mais voilà pour les souvenirs qu'on a fait tous ensemble pour cette preview du Grand Prix de Monaco. Eh ben les amis, on va avancer gentiment. On aurait pu en retenir des milliers de souvenirs, mais on va continuer avec d'autres parties. Une autre partie pour ce live sur Motors Inside, live Twitch, live aussi YouTube aussi, en tout cas les meilleurs moments certainement sur YouTube. Monaco, nouveau thème, Monaco, un circuit intéressant, point d'interrogation. J'ai envie de vous poser la question les amis, est-ce que le circuit de Monaco, on l'a déjà évoqué, c'est un GOAT ou pas? C'est parmi les GOAT de cette saison. Alors quand je dis GOAT, on pourrait placer Spa, Suzuka notamment, mais est-ce que vous le placez au même niveau ou pas? Oui ou non? On commence avec un tour de table. Nico, oui ou non, Monaco est-il un GOAT, le circuit de Monaco? J'entends bien. Clairement. Alors,
en termes de pistes, il y a forcément Spa qui résonne et le Grand Prix du Japon, Suzuka. Ce sont des pistes d'hommes, comme ça a été dit à un moment. Moi, c'est vraiment cette proximité du rail, cette proximité de la Méditerranée. Hein, on a eu un crash il y a de nombreuses années. Et donc, vraiment, on a l'impression que les pilotes sont des gladiateurs qui rentrent dans l'arène et qui jouent avec leur vie. On le ressent vraiment très fortement sur cette piste. Et c'est ça qui, pour moi, fait que c'est un GOAT. C'est ça qui fait que ça rend particulier. Alors, je me tournais, je pense, directement vers Guillaume, et après Bastien, je pense que fera un peu l'avocat des deux parties, puisque Guillaume, je te vois venir. Est-ce que le circuit de Monaco, c'est un GOAT? Alors, c'est un GOAT, mais ce n'est pas le GOAT. Voilà, pour moi, le GOAT, dis-nous pourquoi. En fait, il fait partie de ces circuits mythiques qu'on ne peut pas retirer au calendrier et qui est... Quand un circuit a tous ses virages qui sont nommés et qui sont connus, déjà, ça place déjà le circuit dans une sphère très très fermée. Mais pour moi, Spa est vraiment là, vraiment au-dessus, parce qu'il y a tout en fait. Il y a du dénivelé, il y a tous les virages. Après, il y a moins ce côté rail, comme disait Nico, qui fait que ça fait moins arène. Mais le circuit de Monaco, on a eu des bons souvenirs, mais on a tellement eu aussi des processions et peu de dépassements. Après, le spectacle ou l'intérêt est autre, hein. On peut avoir de la tension qui peut être très intéressante, par exemple, sur un dépassement ou sur une intention. Mais pour moi, un circuit comme Spa ou comme Suzuka, ça reste légèrement au-dessus de Monaco, c'est mon avis. C'est ton avis, c'est sûr que après c'est pas la même catégorie. Ross Brown qui disait en 2018, notamment les pilotes qui se plaignaient, Alonso qui avait littéralement dit qu'il fallait rembourser les spectateurs puisque la course était chiante. Il y a eu que 3 dépassements, je crois, pour le top 10. Bastien, est-ce qu'on met le GOAT parmi l'un des GOAT Monaco? Parmi les GOAT, je suis un peu d'accord avec Thibaut. Thibaut. Mais les gars, Thibaut. On salue Thibaut qui n'est pas avec nous ce soir. Guillaume, pardon. Et Romain veut nous dire quelque chose à la radio. On écoute Romain. Il faut aussi parler de la ligne des starts. C'est quand même quelque chose de particulier par rapport aux autres circuits. Oui, elle est en courbe. Au passage, bon, alors je crois bien qu'elle est en courbe, mais on voit rien quand on sort. Le bitume qui est du coup, il est aussi particulier. Alors, je crois qu'il y avait une histoire de, tu sais, quand tu démarres du pit stop, en fait, je crois qu'ils font un truc spécial pour que les pneus adhèrent plus. Il y a des histoires comme ça, quoi. Ça rend le circuit quand même assez musique. Ah oui. Bah, Romain, toi tu as marché sur la piste de Monaco le vendredi après les essais libres, c'est du caoutchouc, hein, littéralement, hein, la piste de Monaco. Tu marches, tu sens que ça colle vraiment. Moi, c'est le souvenir que j'ai eu en ayant l'honneur de fouler cette piste de Monaco, mais c'est fou, quoi. Je sais pas si sur les autres circuits c'est peut-être ça aussi, mais tu vois le dépôt de gomme vraiment, tu vois à quel point ça colle, puisque le circuit de Monaco est parmi l'un des plus tendres, je veux dire, pour le pneu de la saison, forcément. Donc voilà, la voix des stands particulière, nous dit Alexandre dans le chat. Bastien, on était sur un peu, voilà, toi tu dis parmi les GOAT, et tu avais ton début, ton explication, avant de lancer Thibaut, qu'on salue, mais qui n'est pas avec nous ce soir. Non, mais je crois même que je suis un peu trop attaché à Thibaut. Hein. Non. Ah, oh, des liaisons, ça fait. Voilà. Alors, du coup, je suis d'accord avec Guillaume. On est bon là. Oui, c'est bon. C'est le monsieur qui est là. Parce qu'en fait, je dirais, c'est le GOAT des circuits en ville. Ah, intéressant, très intéressant. Oui. Le plus incroyable des circuits en ville. Par contre, le problème, c'est qu'on ne peut pas dire que c'est le GOAT, parce qu'en fait, il y a tellement d'autres circuits en plein air, entre guillemets, comme Spa, comme Monza, des machines qui filent à 360 à l'heure. Ça aussi, ça fait partie de l'émotion de la Formule 1. Il y a aussi, d'un côté, il y a le GOAT des circuits en ville avec la proximité des rails, la dangerosité, et puis d'un autre côté, les circuits très rapides avec la toute puissance des moteurs. C'est ça aussi. Donc pour moi, non, c'est parmi les GOAT, mais pas le GOAT de la Formule 1. Mais tu le mets quand même, voilà, il n'y a personne qui dit ici, non, c'est pas un GOAT. Vous êtes d'accord avec ça? Oh, bah non, quand même, c'est Monaco. Le truc, c'est quand même niveau Bonjour le prince Albert. Ouais, voilà, niveau royal, niveau célébrité, niveau luxe, ouais. C'est quand même l'événement. Alors, il ne faut pas qu'un circuit, quoi, c'est aussi justement un événement. Ouais. Et en ça, en fait, les autres circuits, les autres événements sont incomparables.
Bah en fait, c'est ce qu'on disait au début, c'est-à-dire que au niveau du prestige, c'est inégalable en fait Monaco. Mais si on parle du si on parle du circuit en lui-même, je trouve qu'il y a peut-être mieux ailleurs. Et après, pour revenir justement à Monaco, c'est très intéressant ce que disait Bastien, puisque c'est vraiment le GOAT du circuit routier, parce que justement Singapour, Bakou ont voulu pas copier, mais devenir vraiment une référence en circuit en ville, ce qui ne sont pas des mauvais circuits, mais ça n'atteindra jamais le prestige de Monaco, c'est évident. Ah, parce que Bakou c'est pas Monaco. Pourtant Bakou c'est limite Monaco, même s'il y a des longues lignes droites. Vous mettez pas Bakou au même niveau que Monaco, vous. Bakou qui suivra, qui suivra, et c'est ça qui suivra Monaco. Hein. Ouais, toi Nicolas, tu mets pas Bakou au même niveau que Monaco. Je me demande pourquoi. Non, absolument pas. Alors c'est vrai qu'il y a le virage que je rebaptiserai le virage Charles Leclerc qui fait le gros effet d'entonnoir. Et effectivement, si la piste était un petit peu plus dans ce sens-là et un petit peu plus rétrécie, ce serait bien. À Bakou. Quand on voit à Bakou, et quand on voit cette piste complètement large, c'est vrai que ça limite complètement l'intérêt, comme en Espagne d'ailleurs. On avait un circuit en ville aussi en Australie fut un temps. Et je pense pas exactement. Je pense pas que c'était le circuit préféré des pilotes. On se souvient également de Phoenix avec. Je pense que c'est le grand rendez-vous qui a montré au public ce dont était capable Jean Alesi avec sa fameuse bataille contre Ayrton Senna. À bord d'une Tyrrell. Oui, exactement. C'était magnifique. Là, c'est très intéressant de comparer ça. Donc toi, tu compares littéralement à l'histoire. Tu remontes notamment les courses qui étaient disputées pour le coup sur des parkings. Le Caesars Palace aux États-Unis, la Las Vegas, du coup, c'était un parking. Hein, donc voilà. On voit la Renault de Kubica à l'image qui à bord de la Rascasse, qui en 2010. Kubica qui avait fait une très belle course de deuxième qualif, je crois, en 2010. Deuxième. Donc vous êtes d'accord pour dire que Monaco c'est le GOAT du circuit en ville. Ah oui. Un vrai défi dans le pilotage, disait Ocon en 2018, parce que on sent quand même cette adrénaline. Ricardo dit c'est le circuit avec le plus d'adrénaline. Quand on voit on voit le film Senna avec la déclat d'Ayrton Senna qui dit qu'il pilotait inconsciemment, c'est ça qui fait la force de Monaco, c'est de piloter le long des rails et de limite que les rails défilent et qu'on ne se rende plus compte. On n'est pas au volant des voitures, mais c'est ça qui fait le charme de Monaco, c'est l'étroitesse de la piste, de ces 3,300 km finalement. Ben en fait, pour te rejoindre sur les citations, il y a David Coulthard qui disait à Monaco, il faut être à 99%. Parce que si tu es à 98%, tu t'es pas au maximum de ta performance, mais si tu es à 100%, tu es dans le mur. Et en fait, c'est tellement ça Monaco en fait. Il faut vraiment maximiser, être au top, mais pas dépasser la limite parce que sinon tu es tout de suite dans le rail. Et c'est oui, c'est un vrai défi. Et on n'est pas dans le baquet, mais on ressent même au niveau de la télévisuelle, on ressent, et encore plus toi Alex tu peux en parler, mais on ressent ce que vivent les pilotes quoi, à un degré moindre, mais c'est tellement ça, c'est vraiment, ça fait partie de la magie Monaco. La magie de Monaco, avec là on voit la Braun de Button qui a gagné en 2009. Hein. On parlait des souvenirs, mais Button qui court aussi, qui court sa voiture. En fait, il s'était gouré, Guillaume. Il s'était gouré il a gagné Monaco. Il se gare à l'entrée des stands et en fait il finit à pied. Anthony Nogues, la ligne droite des stands. Enfin, il a fait toute une course et il tape un marathon. Hein. Il était vraiment la forme physique de Button était. Ah oui, vraiment. Button est un sacré athlète, juste pour la petite histoire, c'est un triathlète. Un triathlète de haut niveau, je ne sais pas si vous connaissez les frères Brownlee. L'Ironman, ah oui. Aussi. Alors il exerce plutôt sur des courtes distances, Jenson Button, il a créé d'ailleurs son challenge fut un temps, et donc les frères Brownlee qui ont gagné... qui ont gagné les JO, qui ont été bien placés aux JO, ont été comparés en termes de performance pure. Donc là, c'est la VO2 max qui est mesurée pour ces athlètes-là. Il a été comparé à ces athlètes. Hein. Donc c'est vraiment... les pilotes sont des athlètes, mais je pense que Button se dégageait un petit peu plus d'eux. Je crois que Rosberg aussi avait fait un peu de triathlon. Ouais. Et alors j'ai pas pu le croiser parce que j'étais pas sur cet événement-là, mais Romain Grosjean, dernièrement, il me semble que c'était en 2018, a participé au triathlon de l'Alpe d'Huez.
Donc c'était un half, on va dire. Donc il y a 2 km de nage quasiment dans une eau à 15 degrés quand il fait chaud. Et il y a forcément 100 km avec beaucoup de dénivelé qui finissent par l'Alpe d'Huez. Et il faut finir quand même par une vingtaine de kilomètres à 1700 mètres d'altitude sur des chemins. Voilà, on peut dire ce que l'on veut, mais finir une épreuve comme ça. Oui, parce que Nico nous embarque sur le route sinueuse du triathlon. Oh là, pour le coup, nous sommes au-dessus de la tour. Vas-y Nico, mais là nous sommes. J'avais juste fini, mais c'était juste pour rendre un hommage à Romain Grosjean encore et montrer l'athlète qu'il est. L'athlète qu'il est et qui a décroché une magnifique 2e place en IndyCar. Donc, Grosjean qui s'adapte très bien à l'IndyCar. On va revenir à Monaco, puisque Nico nous a emmenés sur les hauteurs de Monaco. Monaco, en plus, avec ses 3 niveaux. Et on a vu Kimi Räikkönen passer. Bon, là, nous avons la BMW Kubica et la Honda de Jenson Button en 2008, je crois. 2008, en tout cas, les amis. Monaco, je vous pose la question. On parle de finalement, c'est peut-être le circuit où la qualification est la plus. C'est Barrichello. C'est Barrichello, hein. Ouais. Les amis, si Alexandre veut parler. La question, je recadre un peu le débat. Est-ce que Monaco, c'est le circuit où la qualif est la plus importante? Parce qu'il y a Singapour maintenant, mais Monaco, c'est toujours le top 1. La qualif, c'est le rendez-vous le plus important. Bastien, t'es d'accord avec ça? Je relance le débat, je recadre le débat, les amis. Ah ben, j'aurais pas grand chose à dire. De toute façon, on a bien vu que pour dépasser, il faut les avoir sacrément accrochés. Et que comme il n'y a pas beaucoup de dépassements, en fait, il y a beaucoup de luttes, des voitures qui se suivent, qui essaient des trucs, mais il y a très peu de dépassements. Celui qui part en pôle, qui a une bonne stratégie, une bonne tenue des pneus, il est quasiment, je dis bien quasiment assuré de gagner. Bah du coup, ça veut dire que la course finalement est peut-être plus embêtante. Alors, la question qu'on se pose est qu'en 2018, ça avait été un peu évoqué, que les pilotes aimeraient un changement de circuit, mais on peut pas changer de tracé, Guillaume. Je te vois lever les yeux au ciel. De toute façon, c'est impossible. Monaco, qui est le pays qui a la 2e plus petite superficie au monde, pour une densité de population la plus élevée. Monaco, c'est sur 3 niveaux en plus. Si vous allez à Monaco, faut prendre l'ascenseur, hein, sinon là, vous laissez votre souffle là, pour monter au sommet de Monaco. Mais pour rester sur le débat, est-ce que tu peux pas. Est-ce que t'es vrai que le tracé du circuit change? C'est impossible finalement, Guillaume. C'est un fantasme. On ne verra jamais le circuit changer, Guillaume. Oh, je pense pas. Et puis c'est peut-être un fantasme pour les pilotes ou les dirigeants, mais alors je pense pas. Si on fait un sondage auprès de la majorité des fans, je suis pas sûr que ils voudront que le circuit change. Et puis à raison, quoi. Pourquoi changer un circuit aussi mythique, quoi? On va pas déménager les 500 miles d'Indianapolis ailleurs ou faire un autre circuit. Non, Monaco, ça reste Monaco, quoi. Il y a une remarque intéressante dans le chat, et on salue les viewers qui sont avec nous. Romain qui nous montre à l'image, on voit les yachts qui reculent pour la course, je crois, qui sont obligés de reculer parce que s'il y a un crash, il faut que si une voiture tombe dans la mer, voilà, au niveau de la mer Méditerranée. La piscine, c'est après. La piscine un peu après, ouais. La fameuse piscine Méditerranée, à 2h36, voilà, on craque un peu. Mais là, on est dans la descente à la sortie du tunnel. Mais ce que je voulais dire, c'est que Alexandre, qui est dans le chat, qui nous parlait de ce projet d'extension. C'est ça qu'il y a eu un projet d'agrandissement, Alexandre, mais ce projet a été abandonné. C'est au niveau de la anse du portier. En fait, Monaco, on avance sur la mer et on devait avancer sur la mer, donc on devait élargir un peu le quartier du portier, sauf que ça a été abandonné. Il y a même eu une affaire, ça a même fini devant les tribunaux. Monaco a dû, je crois, verser de l'argent finalement, parce que ça s'est mal passé avec le promoteur immobilier. Bref, bon, en tout cas, c'est pas possible de changer. On s'y fait finalement à ce circuit et on le garde comme ça. De toute façon, on peut pas faire autrement, Nico. On le garde comme ça, on l'aime comme ça, ce circuit de Monaco finalement. Toi, tu voudrais pas qu'il change? Tu voudrais pas qu'on change de sens, par exemple? Ce serait intéressant de voir ce que ça peut donner en sens inverse, même moi en allant en principauté, quand je le fais en voiture, je fais toujours dans ce sens-là. Non, je me suis dit effectivement en relisant certains articles, notamment je crois que c'était toi Alexandre qui avait expliqué qu'il y avait ce projet-là en 2025. Pourquoi pas se réinventer un petit peu? Le circuit a évolué, je crois que c'est depuis 1988 qu'il a plus changé. Bon voilà, il faudrait remonter peut-être un petit peu vers ce qui est le Monaco au sens large. Mais pourquoi pas créer un petit peu plus d'espace? Je sais pas, ça ne me dérangerait pas en tout cas que la piste évolue un peu, parce que de toute façon, dans cet endroit-là, les pistes resteront toujours aussi exiguës, il y aura toujours autant de virages, toujours autant de dénivelé, alors pourquoi pas se réinventer?
Tu parlais de changement de la piste à l'époque, il y a longtemps, mais ça peut être dangereux. Mais par exemple, on pourrait supprimer la chicane à la sortie du tunnel. Mais je vois pas ce que ça va changer. Mais à l'époque, il n'y avait pas de chicane dans les années 70. Non, il y en avait pas. On avait aussi la rascasse qui était avant le gazomètre, mais qui était vraiment une épingle qui était beaucoup plus fermée. C'était pas longue épingle. Vous voulez pas revenir à cette ancienne configuration? Ce serait dangereux. Ça permettrait peut-être une zone de dépassement, parce que là, la rascasse, certains ont réussi, on l'a bien vu, on l'a bien retranscrit tout à l'heure, mais c'est quand même très très compliqué de doubler, surtout avec des voitures qui sont larges et surtout très longues. Le problème finalement, Guillaume, c'est les voitures, c'est la taille des voitures finalement, c'est la largeur des voitures en ce moment, Guillaume. Mais exactement, Nico il a tout dit en fait, les voitures elles sont trop longues, trop larges, et pour revenir à la rascasse, je trouve que les S de la piscine, c'est vraiment un endroit phare. C'était pas forcément ça, mais c'est vraiment devenu un endroit phare du circuit de Monaco où on voit souvent des crashs. Et donc, forcément, surtout en qualif, en essai libre et en qualif, pour quand ils vont vraiment chercher la limite. Et non, je trouve que la version comme ça est très bien, et même si ça pourrait permettre une zone de dépassement à cet endroit-là, je trouve que c'est justement ce qui enlèverait ce charme de est-ce que j'ose aller à la rascasse comme l'ont fait Bianchi et Leclerc. C'est vrai, tu te finis très bien, très belle chute, Guillaume. Je me finis, les amis, avec votre virage préféré. Alexandre l'avait posé dans le chat au début de ce live. ActuF2 qu'on salue, qui est dans le chat ce soir, qui parlait du Loves, le Fairmont. On te dit bonjour, Bastien. La piscine à fond, ça me transcende, dédié à Alex, tu viens de le dire, Guillaume, finalement. Votre virage préféré, en un mot, Guillaume, toi, c'est le S de la piscine? Non, c'est rascasse. Rascasse, ouais, aussi. Ouais. Bastien, en un mot, ton virage préféré? J'hésite entre Sainte-Dévote et le casino. Le casino, c'est pas mal aussi. Sainte-Dévote, c'est vrai que t'arrives sur les freins, tu peux dépasser Kimi Räikkönen. Nico avait dépassé avec sa Lotus, je ne sais plus si c'est 2012 ou 2013. 2013, je crois qu'il passe Hülkenberg sur la fin. Ouais, et Sainte-Dévote, le Massenet Casino aussi, c'est... Bon, nous on le fait quand on le fait au simulateur ou à la manette, ou au simulateur qu'on a un volant, c'est compliqué de trouver la bonne trajectoire aussi, et surtout tu peux très vite sortir, glisser comme l'a fait Alonso en 2010 à Massenet. Moi à ce niveau-là, Massenet ça me hype aussi, surtout que t'arrives en montée, donc c'est magnifique. Voilà en tout cas pour ce qu'on peut dire, les amis, pour ce circuit du Grand Prix de Monaco, 78 tours bien sûr au programme pour ce dimanche. On finit ce live Motors Inside avec les pronos. Monaco, on joue. Monaco, c'est le casino. Donc les amis, on va jouer, on va parier. Peut-être pas de l'argent, mais on va miser pour les pronos de ce Grand Prix de Monaco qui peut briller. Est-ce qu'on va reprendre finalement le fil de notre histoire Hamilton-Verstappen? Vous le voyez comme ça, les amis? Je vous lance cette première question. Bastien, est-ce que tu penses qu'on va encore avoir un duel Hamilton-Verstappen ce week-end à Monaco? Oui. Pourquoi? Et pourquoi, très cher? Eh bien, écoutez, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en fait, non, c'est votre... Ah oui, attention. Alors, il va nous le dire pourquoi, mais il va nous prendre la voix de 1950. Je crois que Bastien, vous êtes au Grand Prix de Monaco 1950, c'est ça? Tout à fait. L'histoire de Monaco nous ramène à de glorieux souvenirs, de nombreuses batailles, d'incroyables duels. Et aujourd'hui, Hamilton Verstappen, c'est le duel de ce dimanche. Et 2021, 4 Grands Prix, 4 combats au corps à corps. Alors pourquoi pas Monaco? D'autant plus qu'on a vu que Verstappen, il n'a pas peur d'y aller. Donc il y aura combat, c'est sûr. Et peut-être le prochain. Oh, mais c'est à chaque live. Tu continues. Il nous le dit à chaque live. Mais ça va se passer, j'en suis sûr, ça va se passer. Si ça arrive ce week-end. Obligatoire. Si ça arrive ce week-end, franchement, on doit. Le patron de McLaren, oui. il le pronostique, ça. Hein. Tout à fait, ouais. Mais tu es Zach Brown. Enlève ton masque. Tu es Zach Brown. Bon, il va pas nous imiter Zach Brown, mais bon, en tout cas, Hamilton Verstappen dans le duel. On a Alonso Bistro, qu'on connaît, je crois, on dira pas qui c'est, qui dit c'est pour lui Verstappen. World Cup, WCup 79 qui nous dit Verstappen ne finira pas. Les amis, Hamilton ou Verstappen en pole samedi? En un mot. Bottas pour Nico. Alors pourquoi Bottas? Que Bottas avec une Mercedes, il a du mal à dompter. Pourquoi Bottas en pole? Vas-y Nico, explique-nous. Pour plusieurs raisons. Pour moi, Bottas, c'est un très très bon pilote de qualif.
Enfin voilà, il n'y a plus besoin de l'expliquer, on l'a vu, il a réussi à en prendre surtout en début d'année, il est remonté comme une pendule, et là je pense que bon, il sent que son baquet va peut-être lui échapper en fin d'année. S'il a envie de briller à Monaco, et s'il a envie de briller et garder son baquet, tout simplement il faut qu'il fasse un coup d'éclat. Il a le talent pour le faire, et je le vois bien remonter là, donc pourquoi pas en fait une grosse bataille Verstappen-Hamilton, forcément, on aura les yeux rivés là-dessus, mais eux n'arriveront pas à rattraper, je pense, Bottas qui sera déchaîné ce week-end. Bottas déchaîné. Alors le gros pari de Nico. J'arrive à la cote, mais pourquoi pas? Mais franchement, tu reviens avec nous lundi si c'est ça, parce que moi j'y crois. Honnêtement, j'y crois pas. Mais parce que Monaco, c'est vraiment un circuit qui met le pilotage encore plus en exergue. Au volant de voiture quand même, dont le volant coûte 75 000 $. Va nous dire juste pour mater. Encore magnifique anecdote de juste pour mater. Ça peut être 6 250 volants Mario Kart en plastique. Vous vous coucherez moins bête ce soir, les amis, pour le volant d'une Formule 1. Donc toi Guillaume, comment tu vois ce week-end au sommet en Formule 1? Qu'est-ce qui va se passer? Dites-nous Madame Irma Guillaume. Alors si je regarde ma boule de cristal, non. Guillaume, pour être sérieux, oui, tu m'entends? Je disais Max Verstappen pour moi, je pense Verstappen devrait signer la pole position. Peut-être le premier podium de Pérez, faut voir. S'il est à l'aise avec la Red Bull, il y a moyen qu'il fasse son premier podium. Ici, hein. Oui, en 2016, je crois, avec Force India. Vous étiez sponsorisé par Kingfisher, 2016 sous la pluie. 2016 sous la pluie. 2016 sous la pluie, c'est ça. Mais je parlais du premier podium Red Bull. Et oui, donc du coup, oui, Verstappen Hamilton, c'est fort probable qu'il y ait encore un énième duel. Mais j'ai envie aussi de miser sur un Grand Prix de Monaco assez mouvementé, et pourquoi pas avoir une surprise sur un podium. Un Daniel Ricciardo ou un Charles Leclerc, par exemple, pourrait signer des belles performances. Et pourquoi pas aussi Esteban Ocon, parce qu'on a vu que dans le secteur 3 à Barcelone, l'Alpine était absolument collée, et le secteur 3, on sait que c'est vraiment un secteur révélateur pour les comparatifs avec Monaco. Esteban Ocon, historiquement, s'il se plante pas, généralement, il n'est pas mauvais à Monaco. Donc pourquoi pas un beau résultat d'Ocon, sans parler de podium, un beau résultat d'Ocon. Alors mouille-toi Guillaume, parce que tu nous as évoqué la panoplie des outsiders. Tu vois qui concrètement sur le podium entre Ricciardo, Leclerc et Ocon? Alors, la surprise quoi, la surprise. La surprise, allez, je vais miser Charles Leclerc. Allez, mouillons-nous. Charles Leclerc. T'es d'accord avec ça, Bastien? Mais il y a ce petit côté, puisque Charles Leclerc à Monaco, ça se passe mal pour l'instant. 2 éditions. Alors en Formule 1, entendons-nous là-dessus. 2019, il finit, il s'accroche avec Hülkenberg, après il abandonne. En plus, il provoque la safety car. Il finit pas. 2018, il finit pas parce qu'il est percuté par Brandon Hartley, je crois, qui casse les freins. Charles Leclerc qui casse les freins de sa Sauber. Il y a les freins qui lâchent à la sortie. Les freins qui lâchent. Et d'ailleurs, votre humble serviteur a eu l'occasion d'interviewer Charles Leclerc après le Grand Prix, et là il n'y avait que 3 journalistes, alors que maintenant vous imaginez dimanche, quoi qu'il arrive, Charles Leclerc, il y aura du monde pour l'interviewer. Donc voilà, mais Charles Leclerc, la surprise, on l'espère en fait. Je pense que tu le mises, mais tu l'espères plus, Guillaume. Et Bastien aussi, tu l'espères. Je crois que nous avons perdu Nico, entre temps. Nico, qu'on salue, qui est aussi dans le chat. Nico, dis-nous dans le chat quel est ton outsider à qui tu penses performer. Romain, si tu es toujours là, toi tu mises sur un outsider pour ce podium ou pas? Radio check, ouais. Je suis là. Ouais, qui tu penses? Tu es là. Vas-y, Romain. En outsider, vraiment, quand tu dis outsider, j'ai droit à partir de quel classement? Pour moi, c'est entre guillemets le meilleur des autres qui va performer, quoi. Donc celui qui va être devant après les Red Bull, quoi. Voilà, exactement. Alors moi je dirais, parce que ça s'est pas vu encore jusqu'à présent, je dirais un petit Norris. Parce que Ricciardo, il est déjà monté sur le podium, sans résine. Mais justement. Il a un podium et une victoire. Il a déjà gagné, on va en parler. Il a fait 2 podiums même avec sa victoire. Et en 2014, il est sur le podium aussi. Il est hyper rapide à Monaco, Ricciardo. Verstappen, il est chez lui, Ricciardo à Monaco. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Chez lui d'ailleurs.
Ils doivent tous habiter dans le même immeuble, je pense. Ouais. Mais non, Et- par contre, le Verstappen, il a fait quoi? Verstappen, il a jamais rien fait à Monaco. Mais il a, bah non, il se fracasse en 2018 et il fait quoi en Pour moi, c'est un 2019? outsider, finalement. Bah, deuxième. Et en fait, il fait 4e en 2019, puis vu qu'il a pris Ouais, la voilà. pénalité. Exactement, Non, Guillaume, mais bon, exactement. sinon, hors ces pilotes-là, tu vois, moi je placerais Norris. D'accord. Norris. Mais je pense qu'avec l'Alpine, ça va être chaud comme fini. Par contre, Leclerc, malheureusement pour lui, c'est le seul qui est à domicile, donc je le vois pas. Ouais, toi tu penses que ça va pas le faire? Bah, il est bon en ce dit, tu vois. Et Sainz, alors? Parce que pour moi, la Ferrari va performer. Ah ouais, d'accord. Ah ben moi je pense qu'elle peut performer la Ferrari, ouais. Et peut-être même plus que la McLaren d'ailleurs. Mais la McLaren c'est pas forcément le. C'est vrai, Ouais, vous y pensez pas, Alonso qui a c'est gagné à dur. Monaco? C'est dur. C'est du. C'est dur Alonso. Pas Il prêt faut encore? vraiment avoir confiance. Ouais, il faut avoir confiance en sa monoplace à Monaco. Ouais. C'est vrai. C'est vrai, il peut se magnifier. Mais c'est pas se réhabituer à la voiture, c'est quelque chose de. Tu l'as ou tu l'as pas, quoi. C'est l'instinct. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Alors que Barcelone, là, il faut quand même tourner avant de rattraper ton retard. Autant Monaco, Ouais. c'est tu l'as ou tu l'as pas. Enfin, je sais C'est pas. Ça veut dire qu'Alonso, Vettel, des pilotes d'expérience, on a pu avec nous Nico, mais Raikkonen, on peut. Oh là 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 là. On salue le Thibaut, on salue à la Thibaut gorge. qui est le fervent défenseur d'Aston Martin qui le tacle à chaque live Aston Martin. On a ActuF2 qui dit qu'Alpine a un très bon châssis, qu'il avait déjà dit depuis Portimao, et c'est vrai qu'il a raison. Guillaume, tu parlais des troisième secteurs. L'aperçu du troisième secteur à Barcelone qui est plus sinueux, qui est un peu indice Monaco, c'est que c'est derrière les autres, on a donc dans l'ordre Hamilton, Verstappen, Bottas, Leclerc, Perez dans le top 5, Ricardo en moyenne en course 6ème, Sainz, Giovinazzi, Stroll, Ouais, Ocon Giovinazzi. et Alonso est bas avec Vettel. Donc on va voir ce que ça va donner. On t'a pas trop entendu Bastien sur ta lecture des outsiders pour ce Grand Prix de Monaco. Qu'est-ce que tu vois toi? Que voyez-vous très cher? Ah bah oui, mais bon, et m'obligez pas à remettre la casquette, hein, c'est quand même un Oh, allez-y, je vous en prie. Est-ce qu'on peut voir Farina ou Fangio ce week-end sur le podium? Attention, il ne faut surtout pas oublier une chose, c'est que Giuseppe Farina possède un coéquipier de taille, à savoir Juan Manuel Fangio. Il ne faut surtout pas le négliger. Alors attention, ami. Alors, Regardez la photo. Ouais, la photo. Magnifique. Allez, vas-y, refais-nous. alors, Les cinémapétés vous présentent le Grand Prix de Monaco. À vous, mon cher Bastien. eh oui, sur l'ORTF, aujourd'hui, nous allons pouvoir vous présenter le Grand Prix de Monaco avec Alberto Ascari, Juan Manuel Fangio, les Ferrari, les Aston Martin. il faut qu'on arrête ça parce qu'on perd du temps. Oh, le crack. Vous gagnez des visiteurs, là, vas-y. Ah oui, ça monte. Bon, d'accord. Oh là là, Romain qui nous clash sur nous-mêmes. Ah bon les amis, je vous propose de laisser Romain. Non, je rigole. Vas-y Bastien, à vous. Bon, des pilotes qui peuvent tomber dans l'eau, des pilotes qui peuvent prendre feu, pour les réunir à Monaco pour vivre une séance explosive. Voilà. Avec ça, une allocution du général de Gaulle et c'est parfait. Très parfait, voilà. Que dire? Bon, pour être sérieux, non, je rejoins Guillaume sur les outsiders. Je vois bien Leclerc quand même, parce que la Ferrari, elle est pas mauvaise et que comme ça ne demande pas de la puissance moteur, ça va bien se passer. Donc le résumé, le top 3, on va se mouiller concrètement, on va dire le top 3, vous me donnez un top 3 les ennemis, moi je vais me lancer, Hamilton, Perez, et il va arriver une couille à Verstappen, troisième, Ricardo. Hamilton, Perez, Ricardo. À vous, à toi Guillaume. Allez, c'est dur. c'est dur, hein, Verstappen, ouais, allez, Verstappen, Hamilton, Leclerc. Voilà. Pour changer. Bastien. Alors, écoutez bien, je sens que ça va vous faire réagir, je le vois venir. Verstappen, Ah non, ça va. Leclerc, Norris. Donc ça veut dire qu'on voit quelque part une couille dans le potage pour Hamilton ou Verstappen, pour toi comme moi, ce qui montre que Monaco peut être aléatoire. Romain à la radio, quel est votre top 3? Avez-vous un top 3 en tête, mon cher? Moi, je dirais Hamilton parce que bon, c'est Alpine qui va gagner, Verstappen et ouais, non, je sais pas après. Ah, il y a donc deux. Ah, j'allais dire. Perez. Je pense, un podium de 2 personnes maintenant. Il y aura 3 pilotes sur le podium. Comment? Comme au Brésil en 2003, 2 pilotes sur le podium.
Oh là là, incroyable. Avec Fisichella, ouais, Raikkonen. La statistique, alors on rappelle à Monaco, c'est Ayrton Senna qui est devant. Je voulais le nombre de victoires de Lewis Hamilton, les amis. 5, à Monaco, 3 comme Rosberg. Ouais, et il peut. 3 comme. Ouais, c'est ça. 2008, il pourrait dépasser Nico 2016. Rosberg. Exactement, et rejoindre Alain Prost. Ouais, c'est ça. Les stats sont là. Ayrton. Ouais, Nico qui est avec nous, qui est revenu avec nous. Vas-y, Nico. Oui, j'ai un petit problème moteur, une petite surchauffe. C'est bon, c'est reparti. Je dirais. Rentré au stand. Je dirais Bottas, Verstappen et Hamilton. J'ai quand même un doute sur les deux, je les mets sur le podium, mais effectivement, l'accrochage me paraît probable. Ah, tu crois vraiment? On y croit tous, hein. Enfin, Bottas, il y a une tension. Imola, c'était chaud. Voilà. Si Bottas est en pole, ils vont vouloir se battre pour aller le chercher. Ça peut faire des étincelles. Et du coup, derrière, tout à l'heure, vous parliez d'outsider. Gasly pourrait être bien placé. Il se sent bien dans sa voiture. C'est pas la plus performante, mais il est quand même tiré d'un petit châssis Red Bull quand même. Et vraiment, il se sent bien dedans. Donc, pourquoi pas un petit joker sur Pierre. Alors, je vais contrebalancer. J'y crois pas, moi, parce que, on sent qu'ils sont perdus avec leur réglage. Gasly n'était pas confiant du tout à Barcelone. À moins que, voilà, après Monaco, c'est atypique. Donc, et tu viens de le dire, le châssis de la Fattori peut s'en sortir. Mais moi, j'ai peur quand même pour Gasly, malheureusement. Gasly, qui a son meilleur résultat, c'est 5e en 2019 avec Red Bull. Il avait réussi à faire un Grand Prix plutôt potable. Pierre Gasly, neutre, ouais, voilà, neutre. Tant qu'on y est, Nico, je sais forcément en quelle année a gagné Kimi Räikkönen, bien sûr, le Grand Prix de Monaco. Disons 2005. Oui. 2005, et c'est pas l'année où il finit sur son yacht, puisque Kimi Räikkönen nous avait gratifié en 2000, je sais plus quand, 2004 je crois. Donc il a fini sur son yacht parce que sa McLaren avait lâché. Ouais, Bastien. 2006. 2006, vous êtes là pour apporter la précision, la date. 2006, le yacht, exact. Ouais. Le yacht, il s'était arrêté, il avait marché tout simplement à pied entre le portier et enfin même à la sortie du Fairmont, du Loves, et il avait fini sur son yacht. Qui a gagné à Monaco? Donc on l'a dit, Hamilton qui a gagné 3 fois, 2008, 2016, 2019. Ricciardo qui a gagné en 2018, qui avait réussi à tenir malgré sa perte de puissance avec sa Red Bull. Vettel qui avait gagné. Oui, mon cher Romain, Vettel existe encore. Il avait gagné en 2011 et 2019. Alonso qui avait gagné. C'était en 2006 et 2007 avec Renault puis avec McLaren. Donc ça veut dire qu'on pourrait dire que Bottas pourrait gagner son premier Grand Prix de Monaco. Bottas qui a fini seulement 3e en 2019, c'est son meilleur résultat. Ce qui montre bien qu'il y a quand même un gap. On se souvient que Rosberg sous la pluie à Monaco, c'était pas ça. Imaginez qu'il pleuve. Les prévisions météo, que nous dit Météo France pour ce week-end à Monaco. Mais s'il y a de la pluie, on imagine encore moins Bottas, les amis. Je sais pas ce que vous en pensez, non? Alors autant pour la pole, je suis complètement d'accord avec Nico, c'est-à-dire que Bottas vraiment sur un tour rapide peut vraiment créer des exploits, mais autant en course, c'est vrai que quand tu pars en pole à Monaco, généralement tu dois finir devant. Mais on a vu, il s'est lancé de la pole en 2019 et il finit 3e. Il se fait sauter par Hamilton au départ et par Verstappen dans les stands. Donc pour moi en plus Bottas c'est vraiment un joker cette saison, c'est-à-dire qu'il va avoir des occasions quand Hamilton ne sera pas là, c'est-à-dire que si Hamilton se plante, bien évidemment Mercedes va tout mettre sur Bottas, mais si Hamilton est là, Bottas au championnat, à mon avis ils vont lui dire gentiment de se ranger, ou ils vont faire en sorte avec la stratégie de le mettre derrière Hamilton. Donc c'est vrai que pour la course je crois vraiment pas à une victoire de Bottas. Valtteri et James, can you te garer au haut de ma s'il te plaît. Mais ouais, non, mais ouais, c'est ce que ouais, bon voilà. Dans le chat, on voit quand même dans le chat, il y a des pronostics. WCAP 79 qui nous dit Leclerc, Hamilton, Norris, sacré podium. Alors là, là si tu paries dessus, WCAP 79, tu nous le dis, on partage les gars, hein. On est là. Ah oui. Voilà, c'est en direct, c'est du direct. Ahmed aussi qui Verstappen, Hamilton, de Leclerc, Ahmed qu'on salue, qui nous parle de la seconde victoire de Vettel qui avait volé à Raikkonen cette victoire. Voilà pour ces pronostics. N'hésitez pas parce qu'on va terminer tranquillement ce live. Dernière question les amis. Alors que Monaco, je crois que c'est du soleil. On va peut-être voir la prévision météo qui va surgir sur l'écran. Mais dernière question les amis. Est-ce que la hiérarchie peut être bouleversée en milieu de peloton? Est-ce qu'on peut avoir des surprises? Un Kimi Räikkönen dans les points? Nico, t'y crois ou pas au volant de son Alfa Romeo? Ou est-ce que la hiérarchie sera à peu près la même qu'à Barcelone? Kimi
en qualif sur un tour lancé, c'est pas ça. Il a perdu de sa pointe de vitesse, c'est plus le Kimi des années 2005 où il était vraiment, vraiment grandiose. Donc du coup, s'il se qualifie pas très bien, ça va être très compliqué. Non, j'y crois pas forcément. L'Alpha n'est pas non plus la meilleure des autos. J'aimerais bien voir les Alpines continuer sur leur lancée, une belle performance d'Esteban Ocon. Alonso n'a jamais particulièrement brillé sur cette piste, il est un petit peu en recherche de repères en ce moment, donc voilà, si c'est Alpine, je pense que ce sera Ocon, et Stroll m'étonne beaucoup, donc pourquoi pas un petit quelque chose du côté de chez Stroll qui enterrerait définitivement Vettel, puisque alors là Vettel... Ah non. Ah oui, la folie, qui met la folie. je reprends les amis. Autant je suis pas spécialement fan de ce qu'il fait, mais alors là, je suis pas au point de pouvoir l'enterrer comme ça. Quoi. Alors, on a les prévisions météo avec votre indice de crème solaire pour ce week-end à l'écran, les prévisions Monaco. Il montre qu'il ne pleuvra que lundi. Voilà, Evelyne Delia. Merci Evelyne Delia pour cette météo. Mais Stroll qui battrait Vettel. Alors Stroll, les amis, je reprends mes notes. Voilà, on salue Auto Hebdo, le guide Auto Hebdo. Stroll, 15e place en 2017, meilleur résultat. Voilà, c'est placé. Donc Stroll qui n'a pas fait mieux que 15e à Monaco pourrait battre Vettel. Ouh, la grosse cote aussi, hein. La grosse cote. Après, en soi, il n'a pas tout à fait tort, Nico, dans le sens où Stroll reçoit les évolutions d'Aston Martin avant Vettel, et que depuis le début de la saison... Oui, bah oui, parce que Guillaume bosse chez Aston Martin. Non, mais à mon avis, à Barcelone, en tout cas, c'était le cas. Information Canal+, c'était le cas. Ouais, je pense que Vettel au niveau du pilotage, on sait tous que c'est quand même un quadruple champion du monde, faut pas déconner. Mais c'est vrai que s'il ne s'adapte pas à sa voiture et qu'il n'a pas confiance en sa voiture, ça va être extrêmement compliqué. Et si Lance Stroll continue sur son début de saison, il n'est pas extraordinaire, mais avec sa machine, je pense qu'il fait du mieux qu'il peut. C'est possible qu'il batte Vettel, mais alors de là à rentrer dans les points, honnêtement, vu d'où part Aston Martin, il faudrait vraiment un cataclysme, il faudrait un 96 pour que Aston Martin rentre dans les points. Vous n'êtes pas confiants les gars du tout. Aston Martin ne peut pas rentrer dans les points ce week-end. Est-ce que c'est le profil de la voiture, son rec élevé, ça ne va pas aider à Monaco, ça vous pensez? Bastien, t'as l'air sceptique. La seule chose que je puisse dire, c'est qu'en fait, chacun restera à sa place. Juste les batailles seront consolidées, je pense. Mais c'est tout. Parce que Aston Martin pas dans les points. Alfa Romeo, peut-être Giovinazzi ou Raikkonen, on ne sait pas. Voilà. Je pense qu'on en restera un peu au même point. Je suis pas d'accord avec toi, parce que cette année, Bastien, justement, c'est le pilote qui a une importance. Du moins, de mon avis, je trouve que les pilotes ont plus d'importance que les années précédentes, de par la perte d'appui. Et ça se voit, c'est-à-dire qu'en fait, un bon pilote aujourd'hui, vu qu'il y a des écarts très serrés, ils font tout de suite la différence. Parce que bon, en particulier le week-end dernier, où il y a 3-4 dixièmes d'écart entre 10-15 voitures, des fois. Du coup, à Monaco, le circuit n'est pas long. Les écarts risquent de, à mon avis, pas être si élevés. Et un bon pilote qui maîtrise Monaco, en l'occurrence Vettel par exemple, s'il est bon à Monaco, il peut s'en sortir quoi. T'imagines Romain avec ce que tu dis, t'imagines si Bottas claque la pole comme l'a dit Nico, ça veut dire que tous nos raisonnements sont remis à plat quoi. La planète entière F1 est remise en question et là Bottas nous lâche ses punchlines magnifiques depuis un yacht. Voilà en tout cas pour il faut finir les amis, il faut finir avant d'aller se coucher, avant de finir ce live, il faut finir avec Nikita Mazepin. Oh tu l'as deviné, Nikita Mazepin, est-ce qu'il va finir la course? Parce que on voit les difficultés qu'il a. Il va pas finir pour toi? Parce qu'on voit les difficultés qu'il a. On a vu les difficultés à Portimao et en Espagne, alors que Bastien a un très joli profil. Bastien qui pose de profil. Bastien il est fatigué. Il est égyptien. Bastien, toi tu vois pas Mazepin finir à la course? Non, lui il va aller se confesser à Sainte-Dévote, lui à la chapelle. Ah oui, s'il se crache, on pensera à ça, on pensera à toi si Mazepin se moi je pense qu'il va aller faire des longueurs à la piscine. Perso, Vous imaginez, il rentre dans les points, les amis. On sait jamais, hein, mais bon, oui. On lui souhaite après. Ça va être un sacré défi, hein. Oui. En tout cas, on te les souhaite, hein. Ouais, si Mick.
À la Ouais, régulière. oui, voilà, à la régulière. Après, la A, c'est tellement à la ramasse. En fait, ce serait quasiment le minimum qu'il puisse faire. Ce serait battre Mick Schumacher. Ce serait vraiment un bon résultat pour lui s'il battait oui, Mick bah Schumacher à Monaco. Bah oui, après Mazepin en F2, ça n'a pas fini dans le mur, je crois. AQF2, si tu es encore là. Allô, AQF2. Non, Thibaut, il ça a l'aurait pas fini dans le su. mur. Thibaut Ouais, l'aurait je- su, ouais, Thibaut, Thibaut qui sera à Monaco en tout cas. On le salue. Donc, Mazepin a fini dans le port, nous dit Morgan. Bon, en fait, c'est la question, c'est où il va finir en course. Quoi. Personne, Nico, tu ne le vois pas finir, Mazepin? Non, non plus. Ni devant Schumacher, ni finir la course. Alors c'est vrai que voilà, Mazepin, là il n'y aura pas de spin, c'est tout droit ou c'est le mur. Mais Et voilà, d'ailleurs, c'est exactement ça. Matzewol. Mais je pense qu'on peut parier, est-ce qu'il arrivera à finir soit les EL1, soit les EL2, ce qui serait déjà un exploit en soi, je pense, de pouvoir terminer au moins une séance parmi toutes celles qu'il aura à conquérir. Alors, je pense qu'il va finir c'est intéressant comme pari ça. C'est Je intéressant. pense qu'il va finir une séance quand même, mais je Bah. convie les spectateurs déjà et nos lecteurs de Motors Inside à venir lundi prochain voir les meilleurs tweets. J'ai déjà réussi à récolter 2 superbes tweets sur Nikita Mazepin et ça vaut le détour, je vous le dis. Oh là, ça, Je vous en dis pas plus. Oh mais le teasing, magnifique, le teasing. Mais ça, en plus avec les drapeaux bleus, vous imaginez déjà Mazepin sur des circuits larges, il est en chaleur. Là vous dites à Monaco comment il va faire avec les drapeaux bleus? Ah ben, C'est là où il va se planter au bureau de tabac. Il va se planter au bureau de tabac comme ça. La vache. Ça va être un des enjeux à suivre. Bon alors, on tient beaucoup sur Mazepin. Tournée générale, c'est Mazepin finit la course. Nous dit WCAP 79. Ah oui, on offrira notre tournée. Soyez avec nous lundi peut-être pour le débrief de ce Grand Prix de Monaco. Bah les amis, on a fait le tour de la question. Ce live qui se termine. N'hésitez pas, bien sûr, on remercie tous les viewers qui nous ont suivis ce soir. Et maintenant, il faut lire Motors Inside, les amis. Il y a des très bons articles en ce moment en preview de ce Grand Prix de Monaco. On va suivre ce Grand Prix de Monaco avec passion. Le Grand Prix de la Principauté, la 5e course de la saison. Est-ce que Lewis Hamilton restera en tête du championnat du monde? Est-ce qu'il remportera une nouvelle victoire, une 4e victoire à Monaco? Est-ce que Mazepin finira dans le mur? Est-ce que Leclerc finira sur le podium? Est-ce qu'Alpine va briller? Plein de questions. On a envie de les suivre tous ensemble. Et donc, restez avec nous sur Motors Inside. En tout cas, ce live se termine. Peut-être une petite promo de l'INA, peut-être avec vous, mon cher Bastien. Est-ce que que faut-il suivre ce week-end à Monaco? Je vous lance une dernière fois, mon cher Bastien. D'accord, mais après c'est fini. Hein. Oui, après c'est fini parce qu'on abuse on abuse de vos spectacles, de votre spectacle. Que faut-il attendre ce week-end, mon cher Bastien? Eh bien, écoutez, beaucoup de beau temps, les filles sont magnifiques, les hommes sont radieux. Oh la merde. Bon, il est temps que ça se termine, les amis. Non, merci Bastien, merci beaucoup Bastien d'être resté avec nous de face ou de profil. Merci beaucoup, merci Bastien. Pas de problème avec et à lundi prochain. Ben oui, pour le débrief du Grand Prix de Monaco, on sera là si la technique veut bien de nous, si la technique tient, mais on a tenu. Merci de nous avoir suivis. Merci Guillaume. Ben, merci à toi Alex et merci à tout le monde. C'était un vrai plaisir comme d'habitude. Ah ouais, le petit mot de remerciement de Nicolas peut-être, c'était ton premier live. Un mot de remerciement à Nicolas peut-être. Merci à vous, c'était une belle soirée, une belle preview pour ce fabuleux Grand Prix. Je reviendrai et voilà, j'ai hâte de discuter des résultats de ce Grand Prix qui, je pense, sera rempli encore d'anecdotes. De toute façon, tu restes avec nous, tu restes là, tu gardes la maison jusqu'à lundi, parce que si Bottas nous fait un résultat, tu seras là. Quoi qu'il arrive, tu seras là pour nous justifier ta performance, la performance de Bottas. Et merci Romain en régie. Romain, un mot de salut. Merci Romain, nous avons encadré ce live, voilà. Tout le monde a dit au revoir. On est poli, on dit au revoir et restez avec nous sur Motors Inside pour ce week-end exceptionnel. Et à lundi si vous le voulez bien pour le débrief vidéo. Salut à tous. Salut les gars. Salut. Ciao, bonne soirée.